Bienvenue sur la Web TV du quotidien national d'information Horizon. Ce mois de janvier 2026, on verra l'inauguration de plusieurs projets structurants dans le sud-ouest algérien. Entre Béchar et Tindouf, une nouvelle ligne de chemin de fer de 950 km sera inaugurée par le président de la République. La mine géante de minerai de fer de Rajbilet sera mise en exploitation, ainsi que plusieurs unités de traitement du minerai de fer et d'usines sidérurgiques qui seront implantées de Tindouf à Béchar en passant par N'Aba. Aujourd'hui, le rendez-vous de l'histoire sera consacré à la résistance du sud-ouest algérien durant la colonisation française. Pour en parler, nous avons avec nous M. Larbi El-Khel, réalisateur d'un film documentaire intitulé L'épopée du sud-ouest algérien de 1855 à 1935. Bienvenue, M. Larbi. Merci. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Donc, pour commencer, vous êtes natif de la région, évidemment. On aimerait bien avoir votre point de vue concernant ces grandes réalisations qui seront inaugurées ce mois de janvier par le président de la République dans la région du sud-ouest du pays. Oui, évidemment. Elle est historique justement par plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que la décision d'aller vers l'exploitation du gisement de Rajbilet est d'une grande portée historique. La deuxième, c'est que le train qui doit prendre ce minerai, c'est pas facile de faire un tracé qui dépasse pratiquement les 950 km. Cette distance, elle est bien sûr dans des trucs c'est une région désertique. C'est compliqué, c'est compliqué. Même les ingénieurs le disent. C'est très difficile de réaliser 950 km. Et ce qui est historique, c'est le fait qu'on a pu le faire, et c'est une première, en moins de 2 ans. Donc, après ça... On mentionne aussi qu'une bonne partie des entreprises qui ont réalisé ce projet sont des entreprises algériennes. À 90%. Et les moyens techniques, c'est surtout les moyens techniques, c'est les Chinois. C'est la technologie. C'est la technologie qui a énormément aidé. Voilà. Et le plus important aussi, c'est que cette technologie de chemin de fer, de tracé, des travaux ferroviaires, c'est qu'on a amené ces Chinois qui nous ont permis une intégration à travers les sociétés algériennes qui dépasse les 80%, puisque beaucoup de trucs qui vont être récupérés et qu'on pourra éventuellement utiliser dans l'avenir, Inch'Allah. Donc ça, c'est pour mettre les choses au point par rapport à l'histoire, parce qu'il n'y a pas que le fer. Il y a plusieurs en aval, il y a beaucoup de... Il y a des unités de traitement, il y a des c'est-à-dire il n'y a pas l'extraction, il n'y a pas que il y a la mise enfin, il y a de l'industrie. Il y a un lexique pour déterminer cette façon d'industrialiser le minerai. Et c'est une ouverture parce qu'il y avait une seule, unique industrie dans cette région. Il y avait la cimenterie de Béchar, qui maintenant, elle travaille que pour le chantier des chemins de fer, qui demande beaucoup. Donc, il y a... Et bien sûr, la décision politique de faire de cette région une région économique par excellence, c'est aussi, elle a pu ouvrir des perspectives pour les autres secteurs, comme le sport, comme la culture, comme beaucoup de... C'est un effet d'entraînement. Voilà. C'est clair, quand on exploite économiquement... Et dernièrement, Mohamed, j'étais pratiquement à la région. Ce qui me frappe le plus dans ce tracé de chemin de fer, c'est que c'est pour la première fois, c'est un tracé fait par l'intelligence algérienne. Il n'est pas dans la logique de ce que la colonisation a laissé, parce qu'il y avait des perspectives. Mais ce tracé, il a évacué
Évidemment, parce que les objectifs de la colonisation ne s'accommodent pas avec les objectifs d'un pays indépendant. Bon, la colonisation, c'est l'expansion et l'exploitation des richesses du pays colonisé. Donc, vous me tendez une perche donc, pour parler de l'histoire. Maintenant, on revient à cette résistance du sud-ouest algérien. Énorme, je pense qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas cette page de l'histoire de cette région, qui de 1855 et jusqu'à 1935, pratiquement 15 ans ou 20 ans avant le déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er novembre 1954, cette région a été un rempart à l'avancée des troupes coloniales françaises. Oui, effectivement, parce que la colonisation, bien avant 55, bien avant 1855, c'est une bataille qui a eu lieu dans une région qui s'appelle Zoubia. Et c'était de Colombe, il était capitaine ou commandant, qui a eu un accrochage avec les résistants de la région. Mais avant ça, il y avait beaucoup d'informations sur cette région et sa richesse. Donc il y avait beaucoup d'explorateurs qui ont pratiquement fait la jonction entre l'Atlantique et l'Afrique subsaharienne. Et surtout le côté de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahel, qui est le Soudan occidental. Et les informations, les renseignements qu'a pu ramener ces gens a permis, bien sûr, l'exploration qu'a fait le père Foucault avant qu'il ne soit il était militaire évêque, avant qu'il... Enfin, qu'il ne soit homme de l'Église. Ça a donné des trucs qui ont permis cette venue, pas précipitée, mais cette venue qui, par la suite, après Zoubia, après 1855, il y a eu Wiffen qui est venu en 1870. Il y a eu une grande bataille, la bataille d'avril 1870, où les tribus, et c'est à partir de cette date qu'il y a eu... les tribus de toute la région, c'est-à-dire Béchar, Netza, jusqu'au Touat et Gourara, pratiquement. Même le côté oriental, jusqu'au Tidikel. Du Maroc. Parce que toutes les tribus marocaines, marocaine qui est algérienne, au fond, dans l'histoire, il faut qu'on revienne à l'histoire. Les Aït Khabash, les Aït Atta, c'est des tribus qui ont pratiquement jalonné cette venue de ce kafir, comme on le disait, et ils ont créé une confédération de tribus qui s'appelait Zgdo, qui pratiquement toutes, les Ouled Sid Cheikh, les Hmiyan, les Douimni, les Ouled Jerir, toutes les tribus de la région qui se sont organisées pour faire face. Et comme on entendait la colonisation qui devait venir du nord, elle a pratiquement changé l'itinéraire et elle a contourné. Et dans les trucs, comment dirais-je, la littérature historique de l'Europe, au milieu de cette réunion, il y a eu un passage, la réunion de 1855, où toute l'Europe s'est réunie pour mettre la France devant un dilemme de ne pas aller au-delà de Jbel Béchar. Et c'est comme ça que la colonisation, la France, a décidé de contourner et de venir, puisque la présence de l'IOT à Ain Safra, au nord de Jbel Béchar, et la Périne à Tamanrasset, la jonction, elle est faite par le père de Foucault, qui a
précipité les choses en s'installant avec Isabelle et Bérard. Ils sont allés dans cette région pour, d'une manière consciente ou inconsciente, ils ont donné cette perspective de où commencer le truc. Et c'est comme ça que de Stamras à Ain Saleh, en 1900, de Ain Saleh à Adrar, de Adrar à Bni Abbas et de Bni Abbas à Abadla, Bchar, etc. en 1903. Tout ça, bon, pour revenir, tout ça, vous l'avez mis dans votre documentaire qui a fait, je pense, plus d'1 heure, un documentaire réalisé, si je ne me trompe pas, en 2005. 2007. De 2007 et diffusé sur la chaîne de télévision publique. Pouvez-vous nous dire, parce que c'est un travail documenté, c'est-à-dire vous avez fait un travail documentaire avec des documentaires, y compris, avec des documents, y compris émanant de l'armée française de l'époque. Donc, comment vous avez pu, disons, synthétiser tout ça et mettre en avant cette partie de l'histoire, c'est-à-dire de la résistance du sud-ouest algérien face à la colonisation française. Bon, je dirais pas, parce que moi, c'est pas j'ai pas la prétention d'être historique. On est d'accord. Historien. Vous êtes réalisateur voilà, de documentaires. J'ai aimé ce métier et justement cette perspective d'être dans l'histoire, parce que les raisons sont subjectives et objectives. Mais le support historique, parce que moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Azedine Meddour comme stagiaire, et j'ai côtoyé cette archive que j'ai vue et j'ai manipulé pour préparer Combien je vous aime ou la colonisation avec le défunt Rabbi Rahmou. Il y avait Ben Gattaf, si je ne me trompe pas, la voix de Ben Gattaf. Il y avait Alloula, Ben Gattaf. Il y avait vraiment un documentaire qui il y avait un ensemble, et il y avait surtout les gens de la télé qui étaient vraiment acharnés par rapport à la relation avec l'archive. Et cette archive, il fallait qu'on l'utilise. Et j'ai commencé à prendre conscience de l'intérêt et de l'apport de cette archive, si on pouvait le mettre en évidence par rapport à nos attentes et à l'attente du peuple algérien et de ses enfants. Donc j'ai compris qu'il fallait être dans cette logique. Et en plus de ça, il y avait localement, il y avait un atout extraordinaire, celui de la poésie populaire. Voilà, les gens racontaient l'histoire. Qui racontait beaucoup de... Bon, il y a le vrai et l'ivré, bien sûr, dans les récits, mais ceci dit, je me suis inspiré de ça, et bien sûr, l'Internet, c'était au début de l'Internet, où je me suis faufilé les réseaux de la BNF, la Bibliothèque nationale française, qui m'a permis d'aller fouiner, voir ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Et c'est à partir de là que l'idée s'est constituée pour dire, voilà, la colonisation en images, elle pouvait donner ça et plus. Et ce film, lui-même, parce qu'il y avait une trilogie, il y avait la pénétration française, 1855-1934, et il y avait la naissance du mouvement syndical et ouvrier à travers Khnatsa, les cheminots, etc. Et il y avait la guerre de libération 54-62. Donc, celle de la naissance du mouvement national, mouvement ouvrier et mouvement syndical, c'était 34-54. C'est à travers ça que tous les militants qui ont pris les armes, c'était des travailleurs, des ouvriers, soit cheminots, soit... C'est clair. Sinon, pour revenir un peu à l'environnement ou à la géographie, disons, de la région du Sud-Ouest avant 1903. Donc, votre documentaire, pratiquement, nous donne une carte où, côté atlantique, je pense jusqu'au Atlas, du côté marocain, on l'appelait Bilad el-Makhzen, c'est-à-dire le pays du sultan. Au milieu, il y avait Bilad Sima,
c'est-à-dire c'était au milieu, No juste man's avec les land. frontières non man's land, c'était des tribus qui n'avaient, c'est des tribus qui étaient situées dans le Maroc actuel, mais qui n'avaient aucune relation avec la monarchie. Bon, et ensuite, il y a Bled el-Baroud. Bled el-Baroud, c'est la région du sud-ouest algérien, c'est-à-dire de Béchat, Toued, Gourara jusqu'au Sidi Kelt. Donc, voilà un peu la carte que vous avez, disons, Oui, justement, oui. Celle déterminée que j'ai, dans votre documentaire. Je me suis m'appuyer sur... parce qu'il y a... C'est-à-dire, autrement dit, l'IOT... L'IOT qui plus tard a mis le Maroc sous protectorat français. il a bien synthétisé ce Maroc. Il l'a divisé en deux. Le Maroc utile et le Maroc inutile. Inutile, c'est Bled Siba. Et Bled Siba, que tous les monarques du Maroc n'ont jamais mis les pieds. Des pieds. Jamais. Il n'est pas pas le Bouarfa, qui est juste à côté de Beni Mounif, et tout le Figuig, etc. Donc, le découpage en lui-même, il résume beaucoup d'aspects historiques qui répondent à la logique Mais bon, il y avait une relation, bien sûr. Bled Siba, pour passer de Bled Sultan à Bled el-Baroud, ou vers l'Afrique, comme tous les explorateurs, tous les autres. Aussi des caravanes, il ne faut pas oublier, durant cette période, il y avait des caravanes qui allaient des oasis. Bon, je parle avant la colonisation française, il y avait qui allaient jusqu'au... Même pendant la colonisation, il fallait avoir un laissez-passer, un sauf-conduit. Sauf-conduit. Ce sauf-conduit, c'est Bled el-Baroud qui le... D'ailleurs, il y a un terme aussi pour ceux qui assistaient les gens pour faire les déplacements. Je parle ici surtout pour les explorateurs. Ismo, le Zettat. Le Zettat, c'est celui qui accompagnait ces gens parce qu'il avait le fusil et il avait la connaissance du terrain. Et personne ne pouvait intervenir dans cette logique. Et Bled el-Baroud, en plus, c'était ce qui restait de toutes les tribus du nord de Engad, de Tlemcen, pratiquement, Tlemcen-Oujda, jusqu'au Dara. Toutes les tribus, ils étaient divisés. Toutes les tribus algériennes. Celles qui ont été obligées d'être soumises et celles qui n'ont pas accepté la soumission. Donc, tout le tracé entre le Maroc et l'Algérie, les tribus algériennes qui sont la matrice en Algérie, le reste qui se trouve au Maroc est appelé, quand on parle de Hmiyan, مثلا, نقولوا Hmiyan Shraga, Hmiyan Gharaba. Shraga, ça veut dire les gens qui ont été obligés d'accepter la soumission. Gharaba, c'est ceux qui ont suivi l'émir et après la débâcle de 48, ou 47, ils se sont installés au niveau des frontières. Donc c'est ça C'est un peu comme la résistance de Cheikh Bouamama où il y avait les tribus, c'est-à-dire de Cheikh Bouamama, il y avait une partie Shraga, une partie Gharaba. La partie Shraga, c'était la résistance, c'est ça. Le film de Bouamama, il résume ça. Oui, le film de Bouamama, il résume ça. Et donc pour revenir, la résistance du Sud-Ouest a donné beaucoup de batailles, dont la plus importante, c'était la bataille de Khsar Béchar. Bon, évidemment, quand on parle de bataille, pour nous, généralement, c'est des massacres, parce que l'armée française était une armée bien équipée, entraînée, alors que la résistance, c'était les habitants d'Ersour qui n'étaient pas des soldats, c'est-à-dire c'était vraiment qui défendaient leurs biens, leurs maisons, leurs khsar, etc. Et ça a duré même jusqu'au massacre, je pense, en 1901, de Ain Saleh, du Sidi Kelt, où il y a eu presque plus d'une centaine de morts. Donc voilà un peu la résistance de cette région, presque jusqu'à disons, au-delà de 1903. Justement, parce que la présence de l'IOT, qui n'a pas pu régler le problème, comme il l'a si bien fait au Maroc,
il a essayé d'inclure dans la résistance, parce que il faut, dans l'aspect, si on veut, d'analyse de la sociologie de la région, le colonialisme, ce colonisateur, quand il est venu, c'est différemment par rapport au Nord. Il est venu avec d'autres aspects qui n'ont pas les mêmes donnes que le Nord. Au Nord, le Français, quand il est venu, il n'a pas été dépaysé. Parce que il y a la pluie, il y a il des y a terres, tout, il y a la pris, fraîcheur, il y a la neige, il y a les arbres. Ils ont pris les meilleures terres rapidement. Exactement. Donc Mais dans le Sud, il avait un ennemi potentiel qui est la chaleur. la nature. Voilà, c'est la nature. Qui était plus ou moins hostile pour des Européens. Et cette hostilité a créé chez lui, avec le temps, une capacité de s'adapter. C'est-à-dire, au Nord, où il a cassé le tissu social, dans le Sud, c'est lui qui s'est cassé parce qu'il devait prendre en bon exemple les mœurs, les us, les coutumes, la culture de la région. Que ce soit dans l'architecture, dans l'habillement, dans le français. Quand il est venu, les troupes sahariennes, comme il les appelait, ils ont pris le boubou, l'habillement de la région. L'habillement, le chèche, etc. Et cette façon de s'adapter a fait que chez nous, enfin au sud algérien, les gens ils n'ont pas perdu les repères. C'est-à-dire, le français n'a pas pu. D'ailleurs, on le voit bien dans ce qui reste de la culture chez nous. Alors, pour revenir à l'actuel, parce que toute cette résistance, tout ce savoir-faire pour dire « je suis là », a permis aujourd'hui qu'on peut s'estimer heureux c'est-à-dire c'est toujours cette foi, la foi de l'Algérien dans sa terre. En quelque sorte, c'est ce qui a forgé l'Algérie actuellement, c'est la résistance, toute l'Algérie. C'est le sang versé, c'est... Non, pour revenir à la question de Garaj Billet, parce que Garaj Billet aujourd'hui est un tournant extraordinaire, historique pour la région, mais qui est dans la continuité de cette résistance. C'est-à-dire l'Algérien, comme il est forgé dans la résistance, il a résisté au son de sirène des multinationales, pour qu'on fasse nous-mêmes ce qu'on devait faire avec les autres. Ouais, c'est pas avec des étrangers, bien sûr. Mais sinon, ça, on fait un peu comment dirais-je, presque un pont. Cette région du sud-ouest algérien n'a pas cessé le combat, y compris le 1er novembre 1954. Bon, aujourd'hui, c'est une occasion pour rendre hommage aux martyrs de la bataille de Timimoun, qui a eu lieu, qui a duré dans le temps, c'est du 15 octobre 1957 jusqu'à fin décembre 1957. Bon, vous connaissez peut-être mieux que moi cette partie de l'histoire qui n'est pas très connue chez nous. Donc, le 15 octobre 1957, c'est une unité de méharistes composée à 80% d'Algériens qui, bien sûr, avait tout un travail mené par l'ALN et le FLN dans la région, qui se sont, disons, il y avait une mutinerie, évidemment. Ils récupèrent les armes et la logistique. Ils éliminent 9 méharistes européens. Et là, ils mènent carrément, disons, un maquis, même si le mot n'est pas juste, dans l'ère occidentale, pendant presque 3 mois. Des opérations, ils ont pratiquement mené une embuscade contre une colonne de recherche pétrolière française à l'époque, si je ne me trompe pas, c'était la Seine-Répal. Oui. Où déjà, ils ont commencé à entraver la prospection pétrolière dans la région. Évidemment, la panique était de taille. Était de taille ici à Alger, où Salan a dépêché Bijard avec son régiment de parachutistes coloniaux. Et il fallait pendant plusieurs jours, presque 3 mois, traquer ces moudjahidines. Et c'est un fait historique. Bon, pouvez-vous nous ramener quelques éléments d'information? Ça, c'est le résultat. Mais
c'est-à-dire, il y avait un revers politique. Le revers politique où le contenant politique, c'était la séparation du Nord du Sud. Et la France voulait, d'ailleurs, elle avait créé un ministère du Sahara, et ce ministre qui était membre du cabinet enfin, gouvernement français, du Conseil central à Paris, voulait créer ces trois pôles, la Sahara, l'Oasis et Tamarast. Et l'ALN et le FLN, ils avaient des éléments dans ces casernes le régiment des méharistes, et le travail qui a été fait, c'est qu'ils attendaient le moment de prendre armes et bagages et de rejoindre je préfère le mot rejoindre l'ALN parce que pour eux c'est une mutinerie. Mais la mutinerie, c'est-à-dire... Non, c'est un travail qui a été fait auparavant. Là. Exactement, c'est un travail de longue haleine. Et celui qui a été chargé, c'est Bel'id Ahmed Di Farhat. Il est de la zone, était adjoint du commandement de la zone 8. C'était la zone 8 de la Wilaya 5. C'était la zone 8 de la Wilaya 5. Et quand ils ont pris la décision de déguerpir, c'est-à-dire il y avait aussi dans d'autres endroits, il y avait maintenant le poste de Territ, où tous les Algériens qui étaient dans l'armée française, ils ont repris le maquis. Et comme c'était important pour la France, elle a, quelque temps, une semaine, 10 jours, elle a dépêché vers la Zawiya de Qnatsa, qui avait un potentiel spirituel et pouvoir. Jusqu'à maintenant, ça reste... Bon, pas autant, mais ils ont dépêché le moufti de Tombouctou pour prendre parole avec le Cheikh Zawiya pour lui dire de venir avec la France et de déclarer que... Mais ni ça a marché, ni et c'était un coup très dur pour la France. Le fait d'envoyer Bijar avec des parachutistes, ça veut dire que... Avec plus de 4000 parachutistes. Ils ont mobilisé... Si ce n'est pas plus, hein, si ce n'est pas plus. Des avions, des hélicoptères, pratiquement et une armada. Ils ont utilisé tous les moyens pour... Bon, ils ont utilisé, y compris le renseignement et la torture, dans les ressorts de Timimoun pour soutirer les informations concernant les réseaux de soutien, etc. Nous, on rend hommage à ces chouhada. Ils étaient plus d'une centaine, et qui tout de même ont fait beaucoup de dégâts à l'armée française. Hein. Ah oui, bien sûr. L'armée française avait perdu, ce que j'ai ici, 33 soldats, dont 14 parachutistes. Hein, sans parler des blessés. Et c'est une page qui reste dans la... Voilà, il y a autre chose aussi, il y a la réunion du CRUA. On termine avec la réunion du CRUA à Béchar. Beaucoup ne connaissent pas cette histoire qui a eu, avant le déclenchement de la Révolution, une réunion qui a eu lieu à Béchar, du comité révolutionnaire d'unité et d'action du CRUA. Ce comité, il y a eu une relation très, très intime entre Ben Boulaïd et Cheikh Ben Joudi. Cheikh Ben Joudi qui est natif de Béchar, ou de Béchar, et ils étaient dans l'OS, l'organisation spéciale créée par le PPM-TLD en 1947. Et cette amitié, au retour du congrès où il y a eu l'implosion du PPM-MTLD surtout, Ben Boulaïd a mis au parfum, il a informé Cheikh Ben Joudi, qui se trouvait, Cheikh Ben Joudi aussi, il était en France, en Belgique, il a informé de ce mouvement, de ce comité qui se préparait pour le premier et la décision a été prise d'aller vers la région mais avant ça, il y avait aussi la présence de Khayder en 1953 à l'occasion du 50e anniversaire de la présence française dans la région, qui s'est réuni avec tous les militants,
Ils ont préparé, d'ailleurs, il y a eu un travail que l'OS avait entamé, faire exploser, dérailler le train entre Ouaran et Béchar. Et ça a été fait. Donc cette période du CRUA, donc, la réunion s'est faite le 7, le 8 et le 9 octobre chez Chebloun, un militant de la première heure. Et cette réunion a été l'occasion pour justement voir toutes les possibilités de la prise d'armes et des faits qui pouvaient entreprendre dans la région, bien sûr en s'appuyant sur les jebel qui se trouvent tout au long de la région, de la fin de Ain Sefra, de la circonscription de Ain Sefra jusqu'à Tidekilt. Parce qu'il y avait la Saoura, le Touet et Tidekilt. Et le Gourara. Il y a aussi les quatre régions qui formaient, bien sûr, avec Tindouf. Donc tout ça était un moyen, un moment très important dans la vie de... Et ce Chebloun, pour l'information, c'est-à-dire, il nous a donné pas seulement l'histoire, sa maison, pour l'histoire de la région, mais il a enfanté un grand savant en virus qui est le Chebloun, connu sur le monde entier, dans le monde entier. Merci Larbi de tous ces éclairages. En tous les cas, votre film L'épopée du sud-ouest algérien, c'est vraiment un film à voir parce que c'est une page d'histoire qui n'est pas très connue, mais ça reste une page de la résistance des Algériens face à la colonisation française. Merci chers téléspectateurs et à d'autres rendez-vous.